Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, bonne année, bonne santé, tout ça, voilà, donc on commence 2021, je vous l'avais promis, on va faire donc ce qu'on fait tous les ans, un exercice assez long, donc prenez du temps devant vous, on n'est pas prêt de s'arrêter, je pense à peu près on est parti pour au moins 1 heure, et il est même possible, si jamais je tire un peu trop sur la durée, que je découpe cette émission en 2 parties, et comme d'hab, hein, voilà, c'est sans préparation, sans montage, donc là je me lance, on va voir le temps que ça prend, si ça dure trop, je découperai en deux, mais on va essayer de tout regrouper en une. Donc, rétrospective 2020, mes plans de trading, mes grandes lignes directrices pour 2021 et les grandes zones spéculatives qui pourraient être traitées l'année qui vient. Quels sont les actifs sur lesquels je vais essayer d'agir le plus pour obtenir un rendement à risque limité? Quels sont les actifs à éviter en 2021 parce qu'il y en aura un bon paquet? Et surtout, comme on l'a dit, on va essayer, et il y a énormément de choses à dire, dans la partie déjà rétrospective 2020, en essayant de rester le plus succinct possible, il y a déjà une montagne de trucs à dire. Donc, on va commencer direct là-dessus. Donc 2020, année complètement hors norme, évidemment, pour la plupart des gens, mais sous différentes formes et sous différents profils, et on va en parler. Moi, je vois clairement cette année, déjà, c'est la première des choses que je noterai. Alors, oui, évidemment, hormis du Covid, et on ne va pas en parler pendant 107 ans, c'est clairement quelque chose qu'on a tous vécu, ça a chamboulé la vie de pas mal de monde, plus ou moins, on va dire, profondément, et pour le meilleur et pour le pire. Mais clairement, voilà, on va dire sur le plan social et psychologique, une année très difficile. Sur le plan du trading, une année exceptionnelle pour la plupart des gens. C'est mon cas, c'est le cas de pratiquement tout le monde. Maintenant, encore une fois, ce qui me surprend, c'est le degré de cette exceptionnalité qu'on peut voir sur certains réseaux sociaux, pour ne pas les citer. Vous l'aurez compris. Donc, le principe pour moi étant vraiment ici de remettre les choses dans une forme de mesure qui me semble plus qu'appropriée. À savoir, donc, résultat exceptionnel, oui, bien au-delà des normes habituelles pour moi sur un rendement annualisé. Maintenant, est-ce que j'ai fait 10 000%? Est-ce que je suis devenu millionnaire en un an? Clairement non, et j'aime autant vous dire que c'est le cas d'aucun professionnel. Maintenant, encore une fois, c'est là où la différence et la dichotomie va se faire entre, comme je dirais, le bon et le mauvais trader, mais plutôt dans le sens, celui qui va pouvoir durer plusieurs années et celui qui est voué à un échec absolument certain dans les prochaines années, s'il continue d'appliquer ce type de stratégie qui auront, et qui ont pour la plupart du temps, même produit des résultats assez stratosphériques en 2020. Donc 2020 pour moi c'est le révélateur de la maladie des marchés financiers dans laquelle nous sommes. Maintenant encore une fois cette maladie elle a des symptômes et on va parler évidemment d'un autre symptôme très dangereux et auquel il faudra faire très attention dans les prochaines années. Ce syndrome du ça monte trop vite, c'est n'importe quoi, ça va s'écrouler, l'effondrement, bref, voilà, ce que j'appelle l'effondrisme aujourd'hui parce que c'est carrément devenu une théorie financière. Donc on va faire très attention à ça. On va parler sans détour de ces risques qui pèsent sur l'année 2021. Ils sont existants parce que les risques ne sont jamais nuls. Mais encore une fois, on va essayer de les modérer, de les pondérer et de faire comprendre encore une fois que avoir des risques ne conditionne pas ne pas trader. À savoir, aujourd'hui, on a un marché qui se reprend. On va en parler. Il se reprend peut-être trop fort, trop vite pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Tout ça, encore une fois, ce sont des jugements qui peuvent altérer la perception réelle de la gestion du risque. Donc on va en parler, quel est le risque réel et comment on peut, rationnellement parlant aujourd'hui, suivre un marché qui donne des signaux haussiers, tout en étant conscient que des risques assez importants existent toujours et tout de même. Et c'est cette mesure très difficile aujourd'hui à trouver que je vais essayer pour laquelle je vais essayer d'argumenter en restant assez succinct quand même. Donc allons-y. 2020, donc, comme on l'a dit, année exceptionnelle. Maintenant, pas stratosphérique. C'est juste de dire que les rendements habituels ont été multipliés du fait de non seulement une inflation monétaire hors norme, et c'est la première des choses qui sera à noter, la masse monétaire M1 aux États-Unis, c'est-à-dire l'argent, on va dire pas que la petite monnaie, mais entre guillemets l'argent le plus liquide, qui circule dans l'économie, 68% d'augmentation sur un an. Ça n'a jamais existé, tout simplement. Bon, sauf évidemment si on revient à l'Antiquité, et les fois dans l'Antiquité où on a connu un tel rythme d'inflation, d'impression monétaire, généralement de très sales choses se sont produites assez rapidement derrière. Donc, on va faire attention, encore une fois, l'histoire ne présage pas immédiatement d'un timing d'explosion imminente, mais encore une fois, ce qui a été fait l'année dernière aura des conséquences inévitables qui, à mon sens, n'excèdent pas une durée de 5 à 10 ans. Donc, attendez-vous à une crise majeure monétaire dans les 5 à 10 prochaines années. Maintenant, est-ce que ça va péter en 2021? Eh bien, à mon sens, non. Tout simplement pour deux raisons. Comme d'habitude, je ne connais pas l'avenir, donc ça n'empêche pas la capacité que ça se produise. Mais vous connaissez le dicton, la foudre tape rarement 2 fois au même endroit. Et encore une fois, le marché financier, le trading, la spéculation n'en a en soi rien à foutre. Elle va gérer le risque. Elle va simplement partir du principe qu'effectivement, on vient de se taper une énorme crisette.
les prix ont chuté relatifs à ce risque et rebondi relatif à la façon qu'on a utilisée pour répondre à ce problème. Autrement dit, inonder le marché de pognon. Pour faire simple, mais on voit ici que la différence, c'est que cette inondation littérale de pognon, elle n'a pas que percolé dans le marché, comme beaucoup ont tendance à le dire. Autrement dit, on a abreuvé le marché de liquidités, etc. On voit très bien sur les différentes masses monétaires, et on le regardera tout à l'heure, que c'est surtout M1 qui a été touché aux États-Unis. Autrement dit, c'est vraiment la masse monétaire qui touche les gens. On a donné du pognon aux gens. Et ça, attention, ça a normalement un effet systémique immédiat derrière dans les années qui viennent. Immédiat à moyen long terme, encore une fois, c'est pas on imprime et tout de suite, mais c'est l'inflation sur les prix. Et ça, c'est quelque chose qui peut causer un énorme problème et un énorme squeeze dans les prochaines années, et c'est un des risques réels dont on va parler maintenant. Ce risque d'inflation, comme on le voit, n'a pas l'air de faire paniquer les marchés. Bien au contraire, ça détend les risques. Donc pour l'instant, le marché voit le verre à moitié plein. Et soyons francs, franchissement de résistance, tenue de niveau de support, égale normalement réactivation d'une tendance haussière. On va essayer de rationnellement parlant projeter les différents objectifs graphiques qui peuvent être rationnellement obtenus avec ce type de contexte de marché, c'est-à-dire d'un côté beaucoup de risques, mais d'un autre côté des liquidités à ne plus en pouvoir et à ne plus savoir quoi en faire, qui ne font que faire monter le prix des actifs, c'est-à-dire l'inflation. Voilà. Maintenant, encore une fois, cette inflation réelle, elle a déjà été pricée par les marchés financiers cette année. Donc, comment aborder 2021 quand, en soi, on a pris le meilleur de ce qu'on pouvait prendre en 2020 et qu'il reste que la merde à gérer en 2021, pour parler poliment, tout en prenant évidemment en compte que la probabilité réelle, ou en tout cas statistique, de voir cette merde émerger en 2021 est relativement faible. Par contre, elle va augmenter d'année en année sur les années qui suivront. Donc, attention à la façon dont on va gérer ce risque-là, et on le verra sur un graphique. Les prix dans l'année 2021 vont surtout refléter ce risque de stabilité financière, et donc un marché très psychologique. Et c'est là où on a un énorme problème quand on va déjà parler de ça avant même d'attaquer des graphiques. 2020 va être une année pour laquelle, qu'on soit bien d'accord, tous ceux qui sont débutants en formation, en manque de stratégie, de construction de leur méthodologie de trading, vont être mis à très très rude épreuve en 2021. Donc déjà, avant même de commencer graphique, sachez qu'il y a une chose à faire, comprendre que 2021 n'aura rien à voir avec 2020, que la supposée simplicité qui a été affichée sur beaucoup de réseaux sociaux ne l'est déjà pas. 2020 n'a pas été une année facile à naviguer. Elle a été très rémunératrice, clairement, mais pas facile à naviguer psychologiquement parlant, et 2021 va être encore pire. Parce que 2021 procurera probablement le même stress psychologique lié à l'incertitude et l'impatience, toujours pareil, et on va en reparler longuement. Et c'est surtout qu'à mon avis, 2021 ne procurera pas les gains qui permettent de compenser ce risque, ce qui fait qu'à mon avis, la tension financière va être énorme. Donc tension financière, risque comme on l'a dit, mais risque modéré sur l'année 2021, et d'un autre côté des banques centrales qui ne peuvent plus faire machine arrière, et elles l'ont montré de toute façon très clairement, elles ne le feront pas. Elles sont prêtes à aller jusqu'au bout, quitte à faire complètement péter le système dans plusieurs années, et à mon sens, et encore une fois soyons bien rationnels, c'est inévitable. C'est juste que ça va se mettre en place dans les prochaines années, pas forcément 2021. Voilà. Bon, allez, maintenant, ceci dit, trêve de blabla. Donc, comme on l'a dit, on va essayer de peser, rationnellement parlant, les risques et les rendements qu'on peut espérer en 2021. Et comme je vous dis, sans spoiler la conclusion, ça va être très compliqué parce que le niveau de risque est quand même assez important, mais pas stratosphérique. Et c'est pas demain que tout va péter, en tout cas, les probabilités sont faibles. Mais d'un autre côté, les rendements vont être tellement faibles que ça va causer, à mon avis, pas mal de mouvements irrationnels, voire volatiles, dans les marchés financiers. Et donc, on va essayer, plutôt dans cette année 2020, plutôt que de proposer des scénarios de trading, à dire sur ça, on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, essayer plutôt de dézoomer un petit peu et de parler ici gestion de portefeuille, pondération, comment essayer de naviguer, à mon sens, l'année 2020 de la manière la plus efficace et rationnelle possible, évidemment en prenant quand même 2-3 cas de figure bien particuliers dans lesquels je vous donnerai les zones sur lesquelles j'entrevois des interventions. Swing ici, puisqu'on fait une émission annuelle, donc je vais vous proposer 2-3 timings dans l'année, c'est-à-dire de 2-3 zones maximum par actif. On va pas faire des analyses en daily, là on va vraiment faire de l'hebdo mensuel sur cette analyse, voire même regarder des bougies annuelles pour certains graphiques sur lesquels ces bougies annuelles sont complètement hors normes. Voilà. Sur ce, je vous propose de passer direct à des graphiques. On est à 10 minutes d'intro, j'essaie de me tenir au minimum. Et comme je vous dis, il va falloir parler à la fois de 2020 et des perspectives 2021, bien entendu. Il ne s'agit pas uniquement de parler de ce qui s'est déjà produit. Le but est simplement ici donc de mettre en perspective pour projeter sur 2021. C'est quand même ça qui nous intéresse le plus. Parler de la météo de la veille, voilà, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Allez, sur ce, c'est parti.
Ok, alors la première des choses qu'on va faire, c'est regarder, donc comme on l'a dit, le sentiment, on va même de regarder sur un graphique. Pour moi, l'année 2020, et vraiment on va le voir ici sur ce sentiment Fear and Greed, c'est vraiment là où, à mon sens, des choses assez stratosphériques se sont mises en place. Et très clairement, donc c'est cette partie-là hein, qui nous intéresse. Là, le calendrier économique, ça ne strictement rien à foutre. Et le dumb money sentiment, ici, on n'a pas suffisamment d'historique, puisque là, on remonte à peine, il me semble, sur... Ah, quand même, on aura des petites choses intéressantes. On en parlera peut-être. Mais donc, vraiment, cette zone-là qui m'intéresse, là où on a la rétrospective de l'année 2020, et clairement, hein, on ne va pas se mentir, quand on regarde l'historique du Fear and Greed Index, qui est quand même, encore une fois, quelque chose de très bien pondéré dans sa mesure du risque, comme on le dit souvent, c'est pour ça qu'on se rapproche un peu du sentiment smart money. C'est là où on va regarder la volatilité des produits dérivés, les différents swaps de taux. Bref, il y a des choses vraiment très intéressantes et très effectivement plus smart money et intelligentes que simplement de dire je pense que le marché va monter ou va baisser. On étudie vraiment la structure sous-jacente du marché et la tension qu'il peut y avoir sur certains secteurs. Donc vraiment le Fear and Greed très important. Et ce qu'on va noter, on a eu un Fear and Greed historiquement haut au début de l'année et un Fear and Greed historiquement bas derrière, faisant suite déjà à des années assez oscillantes, hein, le Trump à ne plus en pouvoir, donc l'exacerbation à son paroxysme des sentiments qui s'est donc cristallisé sur une année 2020 absolument folle. Maintenant, encore une fois, pour moi, ces shorts étaient prévus depuis même 2 ans, pour être honnête, puisque moi, depuis vraiment 2017, on va dire 2018-2019 particulièrement, était plutôt en recherche de positions vendeuses sur les actions, en tout cas d'une forme de neutralité, d'un retour violent vers des supports. Bon, on le verra sur le graphique du S&P 500, le biseau d'élargissement qu'on a eu ces dernières années est absolument stratosphériquement fou, puisque historiquement parlant, on n'a pas de précédent d'élargissement de la volatilité à ce niveau-là. Et donc, quid de est-ce que ce cône de volatilité va continuer de nous enfermer dans les prochaines années? Et le sentiment personnel étant, à mon avis, oui, mais on va parler de tout ça d'un point de vue graphique. Le sentiment, comme je vous le disais tout à l'heure, sera à mon avis un point charnier de l'année prochaine. Parce qu'ici, on commence d'ores et déjà à entrevoir, non plus sur le graphique, mais sur le sentiment lui-même, cette stratégie où on voit à la fois, j'utilise des terminologies qui n'ont rien à voir avec un sentiment, mais des cassures de résistance et de support. On voit bien qu'ici, on est en train de construire le même type de biseau d'élargissement sur le sentiment. Ce qui m'invite à penser que pour l'instant, le sentiment a été extrêmement haussier sur la fin d'année, et même si les prix n'y ont pas encore réagi, le sentiment se dégrade sérieusement pour revenir sur une forme de neutralité. J'ai l'impression que ce qui nous attend en début d'année, c'est un sentiment extrêmement baissier dont il faudra profiter. À garder dans un coin de votre tête, on est monté ici jusqu'à au-delà de 90, je m'attends à ce qu'on passe assez marginalement sous les 20, peut-être même atteindre les 10, mais clairement pas atteindre quelque chose d'aussi extrême que le Covid. Je m'attends évidemment à ce que les prix ne baissent pas de manière complètement stratosphérique non plus, mais qu'encore une fois ici d'un sentiment. Je m'attends à ce que la volatilité sur les prix soit réduite l'année prochaine, mais qu'elle soit conduite par des sentiments extrêmes sur 3 points swing majeurs, à savoir le premier probablement à venir dans les prochaines semaines, voire mois hein, si on arrive à tirer, mais à mon avis un sommet. Un retour de volatilité, un retour de bâton assez violent probablement qui sera catalysé par un très fort sentiment baissier sur les actions, qui risque de créer de la volatilité, mais on en parlera probablement une volatilité très sectorisée sur certains pôles à fort bêta, et on en parlera après. Donc à mon avis, encore une fois ici, il ne s'agit pas de vendre toutes ces actions en mode fin du monde, mais à mon avis d'utiliser une stratégie d'arbitrage sectoriel dans ces portefeuilles pour éviter de subir de plein fouet une baisse qui peut être très épidermique, tout en supportant évidemment une petite baisse éventuelle des valorisations globales de portefeuille qui, à mon sens, resteront très limitées et qui pourront très rapidement même reproposer des gains assez rapidement dans cette année. Donc derrière, moi, ce qui va m'intéresser, c'est un timing d'investissement sur un sentiment exacerbé et de façon irrationnellement baissière, qui, à mon avis, proposera des points d'achat pas complètement débiles sur des supports. Mais bien de comprendre que ce que je vais rechercher cette année dans ce premier timing sur les actions, c'est ce point-là. C'est-à-dire qu'au-delà du signal technique, je vais rechercher un signal de sentiment pour acheter cette année. Je vais attendre que le marché soit de manière irrationnelle, baissière, et qu'un sentiment Fear and Greed aille dans l'extrême fear. Et à ce moment-là, je commencerai à rechercher des achats sur différents niveaux de support, voire légèrement en dessous de ces derniers, selon le contexte de marché.
Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, et comme je disais, on va en parler très très rapidement, il me semble qu'un deuxième sentiment va être utilisé, et celui-là plutôt dans la première partie de cette année, probablement les 2-3 premiers mois, en tout cas ce qui nous conduiront vers au maximum pour moi, le grand fameux du Sell in May, Go Away. Je pense que le sommet de marché sera trouvé avant, mais il dépendra à mon sens des particuliers essentiellement, ce qui rend la chose totalement imprévisible en termes de timing, mais dont on a déjà à l'heure actuelle des prémices qui commencent à émerger, où clairement, pour moi, le sentiment de la dumb money, étant donné que celui de la smart money est à 50, dépend à mon avis intégralement de ce que vont faire les particuliers. À savoir, si les particuliers flippent un petit peu leur race en ce début 2021, que va faire la smart money? Elle va acheter leur stop loss, tout simplement. De même qu'à mon avis, si les particuliers commencent à se chauffer un peu en début d'année, eh ben, que va faire la smart money? Elle va en profiter pour prendre des profits qui, évidemment, à volume conséquent, face à des petits volumes de particuliers, même s'ils sont leveragés à court terme, etc., avec des taux quasi inexistants, eh bien, il va de soi qu'il reste quand même, au bout d'un moment, que, statistiquement parlant, smart money versus dumb money, c'est souvent la smart money qui l'emporte. Donc, moi, c'est ce que je regarde dans ce début d'année. Est-ce que la dumb money va lutter contre un marché qui commence à baisser et dont le sentiment se dégrade de manière objective? Tout simplement, ça baisse et maintenant, ils pensent que c'est le moment d'acheter les pullbacks. Hein, ce qui ne fera qu'alimenter une baisse encore plus épidermique et catalysée par une peur irrationnelle. Deuxième cas de figure, c'est l'inverse. Le marché reste sans volatilité et continue de grimper dans une lente agonie haussière dans laquelle, jour après jour, les particuliers vendent des petites séances de 0,5% sur le S&P 500. Et évidemment, face à ça, le marché ne fera que continuer jusqu'à, comme l'année dernière, attendre un point de rupture crucial où la volatilité explosera tout simplement parce que des prises de risque un peu trop dangereuses et leveragées se seront mises en place. Donc ça, c'est pour la partie sentiment. Bien comprendre que pour moi, chaque timing d'investissement cette année sur les actions, j'entends bien, et on parlera des cryptos après, seront conditionnés dans un premier temps par un sentiment de particulier, dont très rationnellement le marché prendra la direction opposée. C'est plutôt dire les particuliers feront probablement l'opposé de ce que fera le marché. Et dans un second temps, un sentiment où, à mon avis, le positionnement des professionnels se fera lorsqu'on atteindra une zone extrême de peur irrationnelle. À mon avis, l'euphorie a déjà été faite. Maintenant, on peut très bien aller chercher une divergence, c'est-à-dire rebondir sur le sentiment sans faire un nouveau plus haut sur ce dernier, tout en faisant en même temps des nouveaux plus hauts historiques à Wall Street. Et à ce moment-là, émergera une divergence de sentiments. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra entamer la phase baissière de ce cycle pour aller chercher donc un point d'extrême fear. Alors le timing, encore une fois, c'est loin de moi l'idée de vous donner et de dire « Ah, mais du coup, ça veut dire à peu près en mars, et tout ça, tout ça. » J'en sais rien. Tout ce que je vous dis, c'est que d'un point de vue assez rationnel, je m'attends à ce que ce soit fait avant le Sell in May classique. Donc, à mon avis, premier trimestre 2021 ou fin du premier trimestre, début du Q2, on risque de voir, à mon avis, donc la volatilité ressurgir et on regardera les contrats de volatilité par rapport à ça. Allez, c'est parti pour cette partie-là. On en a fini sur le sentiment. On passe au graphique. Et on recommence donc d'abord mise en perspective de l'année 2020. Okay, donc voir sur les graphiques ce qu'ont catalysé ces changements de sentiments absolument extrêmes. Et puis évidemment donc voir dans un second temps quelles sont les perspectives par rapport à ce qu'on a entrevu sur 2021 et ce que ça pourrait donner comme niveau technique à viser sur le S&P 500. Donc, comme d'hab, je prends le S&P 500, je ne m'amuserai pas pour que ça tienne en une heure à faire le tour de tous les indices européens, etc. On fera un petit tour rapidos quand même, peut-être, je pense, sur le DAX pour faire au moins une vision S&P 500 et DAX. On parlera évidemment du Nasdaq parce que pour moi, ça va être un actif et probablement l'actif de l'année 2021, dont je vais en parler un petit peu plus tard. Pour le meilleur comme pour le pire, éventuellement, sur le Nasdaq, mais il me semble que c'est là que la volatilité va se trouver cette année. Et je n'ai bien évidemment aucune idée de sa direction probable. Alors, ce qu'on va regarder donc sur le S&P 500, tout simplement, force est de constater qu'ici, on est sur des positionnements cycliques plutôt vendeurs pour terminer cette année. On est en hebdomadaire, d'accord? Donc l'année 2020, elle est là. Si on regarde la bougie annuelle, on a un truc absolument stratosphérique. Pour moi, la probabilité de voir ce type de chandelier était quasi nulle, dans le sens où, avec une mèche basse qui a cassé le point bas de l'année précédente, c'était très peu probable qu'on tienne une clôture tout en haut, mais on a tenu en lévitation jusqu'au 31 décembre. Ce qui m'invite à penser quand même qu'une petite poursuite légèrement inintéressante en début d'année reste quand même la stratégie la plus probable, puisque historiquement parlant, quand on termine les années en haut, on a plutôt tendance à connaître un
mois, un mois et demi de très lente agonie haussière, comme on le disait tout à l'heure, des petites bougies de 0,5% tous les jours qui grappillent, qui grappillent, qui grappillent. On monte en mode crabe, très lent, dans une volatilité absolument inexistante. Donc d'un point de vue technique, la bougie annuelle suggérerait un début d'année 2021 complètement boring. Maintenant, comme on l'a dit, attention, on a eu des premiers marqueurs assez violents en cette première séance de l'année. Et la première des réactions a été que les particuliers se mettent déjà à acheter les supports. Donc on fait quand même attention encore une fois, si ce sentiment-là venait à se pousser un petit peu plus loin, je pense que Wall Street n'aurait aucun mal à démonter les premiers supports en perspective et à accélérer le mouvement, plus les particuliers se mettraient à l'achat dans ces derniers. Donc une bougie annuelle atypique, pas suffisante à mon avis pour présumer d'une très forte probabilité, donc comme on l'a dit, d'une séance haussière, enfin d'une session haussière pour 2021. Maintenant, clairement, il me semble que pour l'instant, une volatilité immédiate dès le 1er janvier me semble quand même assez peu probable. En tout cas, je serai très exigeant sur la qualité des signaux pour m'embarquer dans des scénarios vendeurs. En sachant que pour ma part, je termine donc l'année 2020 couvert. À 100% couvert. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre pour début 2021, puisque comme je vous l'ai dit, j'attends de voir la direction que prendra le sentiment des particuliers. Et autant je peux pas prévoir, mais savoir comment réfléchit la smart money, autant comment la dumb money va réagir, je n'en ai pas la moindre espèce d'idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il faudra faire l'inverse. Ok ? Donc pour l'instant, notre baissier, puisque les particuliers achètent, mais si d'un coup on va chercher les résistances et qu'ils se mettent à vendre, eh ben je ferai l'inverse. Voilà. C'est vraiment comme ça qu'il faut le naviguer. Je ne m'attends pas à ce que les actions soient des actifs hyper intéressants, en tout cas les indices soient des actifs hyper intéressants en ce début d'année. D'un point de vue hebdomadaire, comme on le disait, l'année 2021, c'était franchement, comme on l'a vu, les sentiments extrêmes, un nouveau sommet historique dans une volatilité inexistante et un contexte de marché complètement rocambolesque. Vous le savez, moi, en fin d'année 2019, j'ai carrément pété un câble tellement c'était n'importe quoi cette volatilité dans un contexte complètement stratosphérique. Donc j'ai même fait une pause sur mon trading d'indices à un moment donné tellement moralement je tenais plus. Évidemment, ça réagit très vite, un peu de volatilité, on reprend tout de suite ses esprits et on se met au boulot. Clairement, j'ai vendu la crise Covid, à tel point que même aux premiers abords de cette crise, j'avais même le sentiment personnel que cette crise était un prétexte. C'est-à-dire que je trouvais que c'était trop gros et que le marché baissait beaucoup trop vite par rapport à la gravité du Covid. Évidemment, bon, on dira après que les marchés ont peut-être été efficients, etc. En tout cas, bon, moi je maintiens que je pense que c'était d'abord épidermique et exacerbé dû aux conneries de ces dernières années. Mais quand même, après, il faut dire qu'on a tous été surpris par le Covid, moi le premier. Bon, derrière, évidemment, impression monétaire, V-bottom. Comme on l'a vu cette année dans les Trading Lessons, comprendre qu'un V-bottom se traduit généralement, en tout cas traduit un état de marché illiquide, autrement dit, enfin pas illiquide, mais un manque crucial de liquidité sur des niveaux de support dans une tendance haussière. Bref, en gros, le buy the dip, tout simplement, plus de vendeurs sur les supports. Les prix remontent très très vite grâce à une impression monétaire qui a complètement quitté la stratosphère aujourd'hui, puisqu'on en a parlé, 68% d'augmentation de la masse monétaire M1, et je vous propose même d'aller le voir tout de suite. C'est vraiment absolument stratosphérique. Voilà. Donc le money stock, sur l'année 2020, et pour moi c'est le graphique de cette année, voilà, 68% et au sommet donc 70% de hausse de la masse monétaire en 2020. C'est stratosphérique, il n'y a aucun précédent historique comparable, c'est du grand n'importe quoi, voilà. Bon, donc impression monétaire hors norme pour évidemment faire face à une situation sanitaire hors norme. Donc, encore une fois ici, l'histoire fera le biais et la part des choses pour dire si c'était irrationnel, dangereux, etc. Moi, je pense du principe qu'évidemment, ce comportement sur la monnaie aura des conséquences futures inévitables, des contreparties inévitables. Maintenant, est-ce que dans l'immédiat, tout doit péter ? Clairement, la réaction des marchés laisse clairement à comprendre que non. Autrement dit, si les marchés ici craignaient une crise majeure de liquidité et de crédit, on n'aurait pas franchi aussi rapidement et aussi facilement les résistances de nos indices. Donc, les opérateurs financiers perçoivent la navigation de la crise Covid via l'impression monétaire comme pour l'instant une solution acceptable. Et il va falloir rester là-dedans. Rappelez-vous, la théorie de dos, même si nous avons cassé des supports ici, nous continuons de casser des résistances, ce qui m'invite à penser qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de tendance haussière tant qu'on n'aura pas revu un choc baissier qui se verra au moins en hebdomadaire, voire probablement en mensuel. C'est ce choc dont je vous parlais tout à l'heure. Et à mon avis, c'est inévitable pour 2021, en tout cas c'est assez peu probable qu'on arrive à tenir l'année 2021
2021 sans la moindre once de volatilité. Pour les conditions dont on a parlé avant, même si le risque d'instabilité financière en 2021 reste très faible pour la notion dont on a parlé, la foudre tape rarement deux fois au même endroit, et Dieu sait qu'on vient quand même de prendre une belle châtaigne, il me semble qu'une réplique est assez probable. Sur des thématiques qui, à mon sens, semblent déjà attaquées dès le début de l'année 2021, la thématique du crédit et des taux d'intérêt. Il me semble qu'il y a commencé à y avoir des petits craquements dans les rouages de l'impression monétaire qui laissent à traduire que certains investisseurs commencent d'ores et déjà à questionner le statut du dollar et ça se voit sur les taux. Donc on va commencer à faire attention et on parlera de cette thématique taux un peu plus tard, mais pour moi sur les actions d'un point de vue global, et encore une fois là je rentre même pas dans les différents secteurs, 2020, une année basée sur l'extrapolation des sentiments, cassure de résistance complètement stratosphériquement débile, et puis derrière, hausse de volatilité historique due à un phénomène complètement externe au marché, vraiment le Black Swan, même si encore une fois, à mon sens, le marché avait baissé avant même d'avoir quelconque idée de la réalité physique du Covid. Franchement, pour moi, au début, c'était vraiment la bonne excuse pour faire chuter les prix. Et encore une fois, pour moi, ça faisait partie des stratégies d'investissement de ces dernières années, d'attendre un creux majeur avec un repli significatif sur les prix, celui-ci étant, à mon sens, bien insuffisant à l'époque. Donc, on s'est tapé le bon, tout simplement, pour purger les risques qui avaient été introduits par d'ores et déjà des surcharges de QE et de baisse de taux dans des contextes de marché haussier et très matures. Autrement dit, c'était pas vraiment le moment déjà pour Trump de faire des assouplissements fiscaux, puis c'était pas le moment d'aller baisser les taux comme des débiles. Bref, en gros, c'était surchauffe économique pour moi sur une fin de cycle. Ça s'est tapé clairement par une vraie violente baisse sur les prix qui ont tout simplement offert des prix de marché qui prenaient en compte le risque d'instabilité financière dû à ces comportements spéculatifs très stupides de l'ère Trump. Donc, pour moi, on a purgé le risque de Trump ici. Évidemment, le marché derrière prend toujours le verre à moitié plein. Dans un premier temps, 2021 va donc, à mon sens, être l'année qui est là pour remettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire, à mon sens, marquer un point bas hebdomadaire qui permettra à sa tenue d'entrevoir la structure technique de hausse des prochaines années. La durée de ce cycle économique, comme je vous l'ai dit, est à mon avis relativement écourtée. C'est-à-dire, je pense bien qu'on a fait un point bas départ d'un cycle économique. Maintenant, la question étant, est-ce qu'on est reparti pour 10 ans de croissance, qu'on ne se le mente pas direct? Je pense clairement qu'on ne dépassera pas les 5-6 ans, et encore, je vais donner une fourchette de 3 à 5 ans. Je pense qu'on part pour un cycle économique relativement court, dû tout simplement à la durée du macro-cycle dans lequel nous sommes, qui dure depuis déjà bien plus d'années que ça. Et qui m'invite encore une fois à énormément de prudence sur les marchés actions américains, puisque clairement, là, on est en bourrade depuis un très très bon moment. Je vais revenir ici sur le SPX pour que vous le voyez. Voilà. Pour moi, cette bourrade historique qu'on a connue verra probablement une poursuite de 5 à 6 ans, probablement haussière, voire bullesque selon certaines conditions de marché et selon le fait que certains participants vont réagir de manière épidermique. Mais encore une fois, derrière, il y a certains secteurs pour moi qui sont déjà dans une bulle spéculative extrêmement dangereuse, dont la plupart des valorisations sont toujours détenues aujourd'hui par des mains très spéculatives et plutôt particulières, ce qui m'invite à être très prudent sur les Apple dont on va parler après. Donc pour moi le risque de 2021 et les deux profils sont donc comme je dis soit une hausse larvée parce qu'il y a clairement des affaires à faire en 2021 par rapport à l'appréciation de certaines actions qui ont pu être achetées pendant le point bas Covid. Et il y a, à mon avis, certains secteurs complètement surachetés depuis pratiquement 20 ans, qui eux sont en risque d'effondrement et qui peuvent perdre près de 50 à 60% de leur valorisation sans aucun problème, puisqu'encore une fois, leur valeur est très loin de leur prix, ce qui fait qu'encore une fois, en cas de risque spéculatif, on peut voir très rapidement des effondrements sur ces valeurs-là, et je parle bien d'effondrements, c'est-à-dire quand il y a des gens qui parlent de fin du monde et tout ça, moi je pense que des effondrements localisés peuvent se produire en 2021, voire 2022, comme on l'a dit, mais très attention sur certains secteurs hautement spéculatifs, beaucoup moins d'attention sur des secteurs, eux, qui peuvent éventuellement être porteurs de croissance, mais encore une fois, ayez, à mon avis, un aspect rationnel sur la durée de vos investissements. Une des erreurs que j'ai vues le plus en 2020, ce sont des gens qui ont investi pendant le Covid et qui pensent qu'il va falloir garder ces achats une dizaine d'années. Qu'on soit clair, pour moi, si vous avez une vision qui dépasse 5 ans aujourd'hui, vous avez un gros problème, parce que, je le maintiens, à mon avis, une énorme crise nous attend à cet horizon-là.
Enfin, au-delà de cet horizon-là, il me semble dangereux de ne pas prendre en compte ce risque de crise financière qui sera, à mon avis, lié à des aspects monétaires et des changements de base monétaire assez brutaux, ce qui, autant vous le dire, aura un impact assez dévastateur sur les prix et en tout cas hautement imprévisible. Donc, bien malin celui qui, à mon avis, aujourd'hui prévoit la constitution d'un portefeuille à horizon 10 ans. Voilà. Donc, essayez de prévoir des investissements qui peuvent produire de la croissance assez rapidement. Certains secteurs porteurs, et je vais rentrer tout de suite dans les aspects sectoriels, pour moi, ont une très forte probabilité de produire de la croissance assez rapidement, et notamment le secteur de l'exploration spatiale, ou plutôt du tourisme spatial, et le secteur de la robotique, de même que le secteur de l'intelligence artificielle. Et donc, pour moi, intelligence artificielle, robotisation et biotechnologie sont les secteurs à favoriser pendant ces 5 prochaines années, parce qu'ils ont une immédiateté qui permet la création. Autrement dit, on a déjà une forme de savoir technique, ça manque simplement de maturité, de fonds, de capitaux, de développement, bref, de croissance. À mon avis, ces secteurs peuvent être porteurs de croissance. Le problème, et c'est là tout ce qui est gênant, les biotech, cette croissance a été anticipée au cours de ces dernières années. On a eu une énorme bulle biotech, même si à mon avis, elle peut encore relancer dans les prochaines années. On a déjà anticipé une bonne partie de cette hausse sur la plupart des actifs biotech qui sont déjà assez cher payés en termes de PER. Dans un deuxième sens, tout ce qui va être IA et etc., c'est déjà mais putain de suracheté à plus en pouvoir parce qu'évidemment tout le monde veut pricer le futur, etc. Bref, pour moi, il reste déjà quelques secteurs sur lesquels on peut encore travailler. Mais clairement, aujourd'hui, il faut bien comprendre que ces secteurs dont je viens de vous parler sont déjà très chers. Ce qui me laisse encore une fois à penser qu'en fait, les bénéfices de 2021 et 2022, 2023, 2024 ont déjà été assez largement mangés, à mon avis, par les attraits extrêmement spéculatifs qu'on a connus ces dernières années, soit par l'ère Trump, soit par l'abondance de liquidités de l'année 2020. Autrement dit, tout le monde a croulé sous le pognon et on a acheté tout ce qu'on pensait pouvoir porter de la croissance avant même de voir les vrais signes de cette croissance. Et c'est ça qui me pose problème. Parce que c'est de là, à mon avis, que survient le risque de ces prochaines années. Le fait que cette croissance n'arrive pas risque de causer des éclatements brutaux de bulles spéculatives. Je vais maintenant aller très rapidement sur un cas particulier qui est celui du Nasdaq, où là, à mon avis, si vous ne voyez pas la bulle spéculative, va falloir vous réveiller parce que franchement, ça fait mal aux dents. Donc, si je mets le Nasdaq en cash, on va faire le Nasdaq. Voilà. Alors, il n'y a pas plus d'historique que ça. Essayez d'en trouver un qui nous mette un petit peu plus d'historique, peut-être. Ah oui, voilà, NDX nous mettra plus d'historique. Voilà. Bon, donc là, autant vous dire qu'on est reparti comme en 2000, c'est la connerie à son paroxysme, etc. Donc là, celui bien malin, celui qui trouvera le sommet du Nasdaq, parce que c'est l'imagination qui nous limite. Mais encore une fois, ça, quand ça va se péter les dents, ça va pas se péter les dents de 20%. Hein. Le Nasdaq, pour moi, c'est risque d'effondrement de 60 à 65% en 2021 ou 2022 ou 2023, mais en tout cas dans les prochaines années, on va se manger un moins 60 sur le Nasdaq, assez probable, tout simplement dû, encore une fois, à des effondrements d'aspects spéculatifs, dus à des investissements qui ne porteront pas de la croissance. Qu'on soit bien d'accord, la techno, c'est le truc du futur qui, à mon avis, n'a absolument aucune réalité physique probable dans les 5 prochaines années. Aujourd'hui, on nous vend la techno des 10 prochaines années. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, cet horizon à 10 ans, c'est l'erreur à ne pas commettre en 2021. C'était l'erreur à ne pas commettre en 2020 et à ne surtout pas reproduire en 2021. Parce qu'en 2020, on croulait sous les liquidités, du coup, tout a monté, qu'on soit bien d'accord. Même les mauvais dossiers ont explosé cette année. Le problème, c'est que 2021, comme je vous dis, on va commencer, à mon avis, à regarder à l'intérieur des gestions qu'est-ce qui produit réellement des bénéfices, qu'est-ce qui est complètement surendetté, fait n'importe quoi et a vendu des white papers. Et là, on va se rendre compte qu'il y a pas mal de valeurs techno du futur, machin, truc chouette, qui ne réalisent absolument pas ce qu'elles nous ont vendu, qu'en gros, la réalité qu'on s'imaginait palpable ne l'est en fait pas du tout et est plutôt à horizon 10 ans. Et comme je vous dis, à mon avis, d'ici 10 ans, on va se péter une crise majeure qui risque, elle, par contre, d'être la crise du centenaire. Donc on va faire attention à ça. Encore une fois, je ne suis pas prédicateur de futur, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut, à horizon 10 ans, pricer une crise majeure d'ordre bien plus grand que ce qu'on a connu avec le Covid, sans pour autant, encore une fois, être déterministe. C'est juste le prendre en compte dans la gestion du risque. Donc maintenant, on va partir direct sur les prix. Alors pour moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'investir dans du Nasdaq en 2021, il faut être fumé du bulle, ou alors il faut le faire en horaire. C'est-à-dire à très court terme, on suit la tendance de la bulle, qui n'est pas une tendance justement, mais on suit l'exacerbation spéculative de la bulle, et quand ça éclate, évidemment, on se prendra un vilain stop-loss, mais là, le but étant d'avoir récolté plus de gains que ce que vous coûtera le stop-loss à ce moment-là. Par contre, dès que ça déclenche sur le Nasdaq, qu'on soit bien d'accord, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Moi, ceux qui disent le Nasdaq va faire un petit pullback et puis il y aura tout de suite des acheteurs, moi j'aime autant vous dire, je ne vois aucun support sur le Nasdaq
Même en mensuel, on voit même pas le Covid. Hein. C'est de dire, le Nasdaq en mensuel, c'est voilà, le Covid est là, invisible. Même pas on a cassé une ligne de tendance sur le Covid. C'est absolument n'importe quoi. Donc pour moi, c'est inévitable que dans les prochaines années, et je dis pas 2021, pour moi, le Nasdaq, lui, horizon 5 ans, il perdra 80% de sa valeur. C'est mon avis perso. Et derrière, après, il faudra se l'acheter. Hein. Alors, peut-être pas 80, mais on va dire au moins un bon 65%, ce qui est la moyenne d'un crack. Donc, pour moi, moins 50, moins 60 pour le Nasdaq, sous les 5-6 prochaines années maximum. À réajuster, évidemment, on en reparlera l'année prochaine. Ce risque en 2021, c'est à mon avis celui de voir l'effondrement spéculatif se mettre en place, c'est-à-dire de voir les premières phases de baisse, comme on l'a dit, de l'ordre de 20 à 30%, et des rebonds techniques qu'il ne faudra surtout pas percevoir comme des pullbacks menant à des trucs encore plus stratosphériques, mais plutôt l'opportunité de se barrer. Et ça, j'ai l'impression que c'est probable pour l'année 2021. Donc, le timing de reverse d'une bulle, c'est réservé aux plus expérimentés, et clairement, je ne veux pas vous voir là-dedans. Par contre, là, et ce qu'il ne faudra pas commettre en 2021, mais plutôt, à mon avis, fin 2021, voire 2022, c'est en cas de rebond technique sur les valeurs technologiques, ne pas prendre ça comme une occasion d'investissement, mais bien comprendre qu'il s'agira d'un rebond du chat mort, dont il faudra, à mon avis, profiter pour se libérer des actifs techno qui ne produisent pas de croissance ou qui commencent à perdre de leur superbe, et je parle évidemment d'Apple. Mais on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans parce que je vois le temps qui passe déjà très vite. Voilà pour le secteur action. Donc pour moi, faire attention aux valeurs techno et essayer de porter son attention sur des boîtes saines qui ne sont pas complètement surendettées et qui ne vendent pas que du rêve dans les secteurs dont on a parlé avant, à savoir des biotech qui commencent à porter de la croissance, ou en tout cas dont on commence à voir les premiers signes de croissance. Un signe de croissance, c'est quoi? C'est une entreprise qui arrête de s'endetter tous les 2 matins pour dépenser des milliards et des milliards pour faire semblant, etc. Mais des entreprises qui commencent à générer des marges et qui commencent à rembourser une partie de leurs dettes, puisqu'à mon avis, je vous l'ai dit, dans les prochaines années, ce qui nous attend, c'est une crise de la monnaie et toutes les boîtes qui sont endettées seront littéralement squeezées et mortes dans cette fameuse crise. Donc pour moi, le bon comportement à avoir pour qu'une boîte puisse durer et porter de la croissance dans les prochaines années au-delà de 5 ans, il faudra clairement que ces boîtes se désendettent, en tout cas qu'elles utilisent leur marge et leur profitabilité, non pas pour rémunérer les actionnaires sous forme de rachat de titres, mais bien au contraire de racheter une partie de leur dette, autrement dit réduire le levier financier de leur compte. Et ça, quand je verrai ça, là clairement, ces entreprises-là, à la fin du prochain cycle, sont les boîtes que je garderai en portefeuille à horizon plus de 5 ans. Hein. Ce qui ne nous empêche pas évidemment de prendre quand même des titres spéculatifs, mais sur des horizons, donc comme on l'a dit, plus courts, se réserver entre 2, 3, 4 ans maximum sur ces valeurs-là, et ne donc pas oublier de prendre ses profits. Donc si vous le comprenez bien, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que l'année 2021 sur les actions, il va falloir à mon avis trader soit de l'indice sectoriel, soit de l'action seule, mais traiter des dossiers et non pas traiter le S&P 500 qui à mon avis sera l'agglomérat le plus imprévisible de l'année 2021 puisque certains secteurs risquent de cracher ou en tout cas ont des risques de baisse assez sensibles, là où d'autres secteurs peuvent être porteurs de valeurs et de hausse assez relativement sensibles. Donc, l'un dans l'autre, bien malin celui qui sait où ira le S&P 500 en 2021. Pour moi, 2021, le S&P 500 sera drivé par le sentiment, c'est-à-dire le moment où les investisseurs auront une fâcheuse tendance à faire un peu tous la même chose, que ce soit sur les bons ou les mauvais dossiers. Autrement dit, on prend des profits ou on passe vendeur net sur certaines valeurs. À ce moment-là, le S&P pourra avoir des baisses assez brutales qui amèneront sur des niveaux de support des valorisations très intéressantes sur lesquelles beaucoup d'investisseurs ont envie de se positionner en repli. Et c'est mon cas personnellement. Et ces valeurs-là rebondiront très violemment derrière sur les supports, ce qui, à mon avis, fera mécaniquement rebondir les indices. Voilà. Maintenant, on part sur les thématiques de volatilité. Qu'est-ce qui pourrait catalyser cette volatilité en plus du sentiment? Clairement, pour moi, le VIX ne sera pas un indice précurseur cette année, mais un indice réactif. Donc attention à ne pas trop trader le VIX, mais à garder ce sentiment, à mon avis, en dessous des 20, ça reste clairement, il faudra faire attention, mais pas trop s'exciter. Plutôt, comme on l'a dit dans ce cas-là, laisser les particuliers vendre et vous essayez d'avoir un comportement plutôt smart money, c'est-à-dire beaucoup de patience et de résilience dans vos applications de stratégie, sans céder à la panique haussière, bien entendu. Il me semble que les junk bonds seront une thématique cette année, puisque je pense clairement que la dette corporate mal notée
est la traduction de cet sentiment irrationnel, ce qui m'invite à penser qu'on risque d'avoir soit une chute très brutale en échec sous cette résistance des junk bonds très prochainement, dans les prochaines semaines, on est quand même en mensuel, hein, donc calmez-vous, soit tout simplement un franchissement irrationnel de la résistance dû à suivi d'une réintégration très brutale. Et ça, je vous l'ai dit, ça dépendra mécaniquement, à mon sens, du trading des particuliers. Si les particuliers vendent, à mon avis, la smart money va vendre de la volatilité et va faire monter le prix des junk bonds, tout simplement pour franchir une résistance qui, à mon avis, est intenable, mais qui derrière, à mon avis, dont la réintégration causera évidemment un repli volatile. Ce qui risque de poser problème sur la smart money, c'est effectivement le fait que pricer des junk bonds pour faire baisser de la volatilité, ça risque d'être très incompatible avec une hausse de la base monétaire, d'une hausse des taux souverains. Des taux de base de la Fed, pas de la Fed, puisque la Fed, elle fait tout pour les maintenir bas, mais encore une fois, les investisseurs aujourd'hui commencent à demander des primes de risque sur la dette d'État. Et là, clairement, sur un taux à 10 ans aux États-Unis, on refranchit la zone des 1% après une inversion de la courbe de taux. Autant vous dire, ça, c'est un signe que dans les 2-3 prochaines années, une crise monétaire arrive. Maintenant, encore une fois, vu qu'on a découvert l'impression monétaire et qu'on tend à laisser penser quelles seront nos limites, il est possible, à mon avis, que cette durée historique soit intendable, comme je vous dis, de 2 à 5 à 6 ans. Mais pour moi, ce qu'on vient de faire sur les taux ces dernières semaines et ce qui laisse entrevoir que très clairement, il y a un problème sur la monnaie, ça ne durera pas plus de 2 à 5 ans. Maintenant, la probabilité que ça pète en 2021, pour moi, reste quand même relativement faible, mais il faudra prendre en compte ce risque, autrement dit, attendre des prix intéressants pour acheter vos actions. Je ne jouerai pas trop sur les taux cette année, personnellement, je les trouve assez dangereux. Les cryptos, je pense qu'on va les garder pour après. Une des thématiques pour moi et un des actifs de 2021, donc comme je l'ai dit, mon premier actif de 2021 sera le Nasdaq, dont j'attends à mon avis une volatilité assez historique, mais pas nécessairement au 1er janvier. On se détend d'abord, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une bulle, elle peut très bien vous envoyer 20% de plus avant de s'écrouler, mais je pense qu'il y aura une volatilité d'enculé sur le Nasdaq cette année. Désolé pour la terminologie. Le truc qu'il faudra surveiller pour moi, c'est donc le ratio Nasdaq-Dow Jones, qui me semble être un arbitrage très intéressant à faire, qui n'est ni haussier ni baissier, mais qui revient à regarder lequel de ces deux-là l'emporte sur son collègue. Et en n'oubliant pas qu'évidemment, on peut d'abord avoir une explosion du ratio Nasdaq-Dow Jones par la poursuite dans la bulle du Nasdaq, avant que ce dernier s'écroule, et dans ce cas-là, on aura évidemment une repondération très forte de son prix par rapport au Nasdaq. Donc, si je maintiens et si je fais simple, pour les expérimenter, on peut travailler de la volatilité pure et du bêta avec du Nasdaq. Les autres, le S&P 500, il faut comprendre qu'il sera l'actif le plus inintéressant de l'année, hormis 3 swings qui, à mon avis, seront conditionnés par le sentiment des particuliers, à savoir un sommet, un creux, puis un repli vers des sommets en cours d'année, me semble être le schéma à privilégier. Autrement dit, hormis ces 3 swings sur le S&P 500, il ne faudra pas le trader, parce qu'il sera probablement impossible à trader dû aux différentes pondérations sectorielles. Les indices où, à mon avis, le plus fort bêta sera disponible, c'est sur le Nasdaq. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont une gestion plus smart money, qui ont des capitaux et qui peuvent faire de l'arbitrage, il me semble que trader le ratio Nasdaq-Dow Jones cette année sera clairement la stratégie pour ma part. En zone européenne, malheureusement, le problème, c'est que tout dépendra de l'euro-dollar dont on va parler après. Le WTI sur les matières premières, pour moi, the big fucking trade de l'année. Je pense que là encore, comme les indices, le timing risque d'être relativement conjoint et je m'attends donc à un repli vers des niveaux de support, puis à une hausse assez sensible des cours du baril pour venir viser des niveaux assez historiques et très probablement au courant de l'année, je pense, essayer d'aller chercher à casser ce type de trendline dont le prix actuel se trouve ici, donc 60. Et encore une fois, attention, si la vente ne se met pas en place, dans ce cas-là, on va d'abord toucher l'objectif, puis le repli se mettra et on tracera ce truc-là en fin d'année. Mais clairement de retenir que cette année, le chiffre à retenir pour le WTI sera la zone des 60. Et clairement, autour des 60, à mon avis, on va avoir du monde à trader. La question étant donc, est-ce qu'on va avoir un premier repli lié, comme on l'a dit, à des aspects spéculatifs de particuliers qui achètent tous les replis et qui ne feront que conditionner la baisse plus prononcée des indices jusqu'à atteindre un paroxysme de sentiments baissiers dans lequel, à mon avis, la smart money achètera les supports des indices. Et dans ce cas-là, on aura à mon avis une baisse assez sensible du pétrole, puis une remontée en même temps que les actions. Option numéro 2, comme on l'a dit, les particuliers se mettent à vendre les résistances dont la smart money ne fera que faire monter les prix. Dans ce cas-là, on ira à mon avis chercher la zone des 60, où on retrouve un contexte et une moyenne. Et à mon avis ici, la réaction sera très violente. Et je pense qu'on peut avoir une baisse de 60 à 40 $ du baril assez sensible. Pour moi, ce sont clairement les deux niveaux de l'année. 60 dû à cet énorme cluster qu'on retrouve là,
Attention, hein, c'est 60 évidemment à plus ou moins quelques dollars. Hein. Et l'autre zone, c'est celle-ci, l'ancien support magistral historique de la zone des 42, avec évidemment, comme on l'a vu, on va dire ici 35-40. Donc pour moi, 35-40, c'est plutôt achat. Évidemment, 60-65, c'est grosse zone de vente sur le WTI. Et ces zones seront, à mon avis, traitées en 2021 et probablement même les deux, pour être honnête. Toujours en gardant un biais haussier, c'est-à-dire que pour moi les ventes sont spéculatives et ne peuvent être gérées que par des expérimentés. Les achats par contre, eux à mon avis, sont beaucoup plus à faire à bon compte sur ces actifs-là. Le gold sera-t-il l'actif de l'année 2021 ? C'est possible, mais je ne ferai pas ce pari en début d'année. Tout ceci, pour moi, dépendra d'un effet de corrélation très simple par rapport au Nasdaq. Pour moi, si le Nasdaq part en bulle spéculative, poursuit dans sa bulle spéculative, ajoute 20, 25, 30, 40% de valorisation au secteur technologique dans une pure bulle à con, pour être simple, à mon avis, ça ne pourra se faire qu'accompagné d'une hausse stratosphérique du gold. Et évidemment, comme je l'ai dit, je n'achèterai pas le Nasdaq, hein, je ne traderai pas une bulle bien mature à ce niveau-là, surtout en sachant que les particuliers s'arrachent ces valeurs techno qui, à mon sens, ont déjà produit toute leur croissance, ou en tout cas ont déjà pris en compte toutes les croissances futures. Bref, il n'y a plus qu'à être déçu aujourd'hui sur le secteur techno, ou trouver des cognos prêts à payer le Ponzi très cher, jusqu'à ce qu'on trouve le dernier con, hein, voilà. Mais par contre, voilà, à mon avis, si bulle spéculative il y a, le prix de l'once d'or risque d'exploser. Et dans ce cas-là, traiter l'once d'or m'intéressera. Quid, évidemment, de ce dont on parlera juste derrière, d'un arbitrage entre les cryptos et le gold, qui me semblera être une des thématiques majeures de l'année 2021 et un des seuls catalyseurs potentiels de croissance très forte pour les cryptos, pour moi, en 2021. On a connu une année historique sur 2020 sur les cryptos. On en parlera juste après. Et encore une fois, faites attention, là encore, la foudre tape rarement deux fois au même endroit. Donc pour moi, le gold, c'est point d'interrogation par rapport à ce que fera le Nasdaq. Si le Nasdaq s'envole, je serai prêt à acheter le gold. Si le Nasdaq s'effondre, j'ai peur que le gold se prenne une tatane. Et ça, on en reparlera. Je ne vais pas traiter sucre et gaz naturel, même si je devrais, mais là, voilà, je n'ai pas envie de faire 2 émissions, donc je vais essayer d'être assez succinct pour ne pas vous bourrer trop le mou non plus. On part direct sur la thématique Forex, et on termine donc sur les cryptos, clairement le plus intéressant à l'heure actuelle, mais pour moi, ce qui ne sera pas forcément le plus intéressant en 2021. Le Forex, putain. Alors, ici, on va faire simple. Si vous êtes débutant ou en cours de formation, c'est-à-dire habitué à trader des ranges, etc., ne touchez pas le Forex en 2021, s'il vous plaît. Pour moi, c'est le secteur global de marché qu'il ne faut pas toucher en 2021. Ça va être l'horreur. Pourquoi ? Parce que, clairement, aujourd'hui, la thématique de l'année 2020 et le message qui a été envoyé sur le plan fondamental, politique, géopolitique, c'est la fin de la mondialisation. C'est terminé, c'est fini. Le repli sur soi sont des thématiques qu'on a vues très largement développées par Donald Trump, mais qui a surtout instigé ces sentiments-là au reste du monde. Et ça, c'est très compliqué. Guerre froide entre les États-Unis et la Chine, et c'est pas Biden qui va changer ça, rassurez-vous, mais on s'ancre aujourd'hui dans une guerre monétaire sans précédent historique. En tout cas pas de l'ordre d'aujourd'hui, puisque des guerres monétaires ont existé dans le passé, mais elles étaient surtout, on va dire, à la panasse et des effets collatéraux de guerres sanguinaires, hein, de guerres militaires. Aujourd'hui, le terrain militaire, même si, bon, il existe quand même, hein, encore une fois, mais il se passe un peu plus caché, est clairement en arrière par rapport à la guerre monétaire. Aujourd'hui, le front des guerres sont des guerres monétaires avant d'être des guerres militaires. Donc évidemment, on ne va pas souhaiter la guerre militaire, mais en tout cas, il y a une réalité aujourd'hui qu'on ne peut pas nier. La guerre monétaire, elle est là et elle a déjà commencé. Et je pense qu'en 2021, elle ne fera que s'intensifier dû à des replis nationalistes qui est une tendance qu'on voit depuis plusieurs années et qui, à mon avis, n'est pas amenée à se réduire dans les prochaines années. Donc, le Forex réservé aux intermédiaires et expérimentés, réduction des leviers sur ces actifs-là, puisque pour moi, 2019 était une année hors norme dans sa bêtise directionnelle. 2020 a fait la même chose dans l'autre sens, et c'était prévisible. Par contre, 2021, je ne sais pas du tout où on va. Je vais être très clair, je n'ai aucune idée d'où on va sur les paires majeures. L'euro-dollar, bon, pour moi, ça, c'était clairement débile, et je vous avais dit, et j'ai maintenu mes différents positionnements acheteurs, en tout cas mes recherches acheteuses sur l'euro-dollar, en vous disant que probablement on remonterait comme des gros débiles derrière. C'est ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'il y a encore largement de la place sur l'euro-dollar. Maintenant, on a de la place pour respirer également, mais si on y va en ligne droite comme des conos, je ne serais pas surpris. Autrement dit, pour moi, l'euro-dollar, acheter ici, c'est
quasi impossible. Mais vendre, c'est pas très intelligent non plus. Donc, j'ai du mal à faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je laisse pousser les achats. J'ai quand même fait un TP à 1,22 et je laisse le marché continuer. S'il décide de le faire en ligne droite, je rechercherai des achats sur repli si on devait avoir une telle opportunité. L'euro-dollar, pour moi, illisible. Maintenant, je pense qu'on doit franchir cette résistance et qu'elle sera franchie en 2021. La question étant, est-ce qu'on va le faire d'abord et après on se replie? Ou est-ce qu'on se replie d'abord et on le fait après? Autrement dit, tout est possible à l'heure actuelle. Je ne veux pas trader le Forex de manière directionnelle à court terme. Soit évidemment le trader dans des stratégies plus court-termistes, ça y a aucun problème. Mais en gros, là, faire un pari nord-sud sur l'euro-dollar au 1er janvier, c'est débile. Voilà, débile. Et pour moi, comme je vous dis, ce sera lié, encore une fois, probablement à des thématiques d'arbitrage de portefeuille entre la zone économique américaine et européenne. Autrement dit, ça dépendra de ce que font les actions, et pire, les actions vont également dépendre de ça. Ce qui ne fait que complexifier une équation déjà bien complexe. Donc j'ai peur que les signaux techniques piégeux soient extrêmement nombreux dans ce marché, puisqu'il y a nombre d'éléments qui sont fortement contradictoires. Ici, on avait des signaux baissiers de tendance qui auraient dû donc normalement amener à une baisse de l'euro-dollar, mais comme je vous l'avais dit ici, il fallait surtout pas vendre dû à la bêtise qu'on avait connue sur les années précédentes. C'est bien ce qui tente à se prouver pour l'instant. Maintenant, attention, le signal baissier, j'avais prévu qu'un excès serait fait au-delà. Je ne serais pas surpris, encore une fois, qu'un repli assez sensible soit fait vers la zone des 1,15 sur l'euro-dollar avant d'essayer d'attaquer les 1,25. Pour moi, vraiment, tout est probable. Je sais juste qu'on débordera les 1,25. La question, c'est quand? Est-ce qu'on va se le faire en ligne droite dès le début de l'année pour imprimer un sentiment très 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 pessimiste sur le dollar, autrement dit continuer d'alimenter la baisse chronique du dollar jusqu'à trouver un paroxysme où derrière la hausse du dollar va complètement squeezer le prix des actions américaines, voilà, et continuer de pénaliser fortement en attendant l'économie en zone euro, ou l'effet inverse, une baisse assez brutale de l'euro qui fera un rejet des sommets historiques du DAX par exemple, et qui créera de la volatilité en Europe et qui permettra de stabiliser éventuellement les prix aux États-Unis. Donc on va faire encore une fois attention, parce que même si ça pourrait stabiliser les prix aux États-Unis, une reprise très ferme et très rapide du dollar pourrait causer évidemment l'effet inverse, c'est-à-dire l'effondrement des valorisations en dollars, cassant des supports et alimentant d'autant plus les scénarios baissiers, avec, comme on l'a dit, des particuliers qui ne feront qu'acheter des valos en dollars, ce qui serait complètement débile. Voilà. Donc ça, Forex, faites gaffe. L'USD-Yen, autant vous dire, 2021, je m'attends à un énorme truc sur l'USD-Yen, mais c'est un pari que vous ne pouvez pas faire au 1er janvier. Pour moi, l'USD-Yen, c'est un pari qu'il faut avoir déjà fait en 2020, puisqu'il ne s'est toujours pas réalisé. Pour moi, c'est soit il va se réaliser en 2021, soit il va s'annuler. Mais qu'on soit clair, à ce stade-là, tout comme l'euro-dollar, pour moi, l'USD-Yen, c'est soit il va maintenir ce point bas ici, ça va payer sur ce canal de tendance, on va avoir un signal haussier, et l'USD-Yen, c'est immédiatement derrière, retour 117, 120, et à moyen terme, prochaines années, je pense, franchissement de cette résistance-là. Option numéro 2, c'est la merde sur l'USD-Yen, ça dérouille violent, dévaluation du dollar, et alors là, on va fouiner au moins vers ces zones-là, sous les 95, en tout cas, on passera clairement et fortement sous les 100 sur l'USD-Yen, catalysant à mon avis probablement beaucoup de volatilité sur les actions, et encore une fois, qui sait? Et bien malin celui qui sait. Parce que celui qui prend le pari directionnel, en gros, voilà où on va. Ce qui veut dire que quand la direction ici est très lointaine et qu'on se trouve pile poil au milieu, autant vous dire que des départs comme ça avant de faire ça sont possibles, tout comme partir comme ça avant de faire ça, c'est tout à fait possible également. Donc, autrement dit, grosse volatilité, des déclenchements de stop-loss qui vont se faire dans tous les sens, sauf si vous avez des stop-loss suffisamment loin. Moi, mes stop-loss sur l'USD-Yen sont là. Autant vous dire que s'il doit m'invalider, il va me prendre des gains, ça va me faire chier, mais par contre, il sera obligé d'avoir une direction acheteuse pour venir me chasser jusque-là. Il ne pourra pas me faire un petit piège jusqu'à 112. Et après, s'écrouler. C'est quasi impossible. Par contre, est-ce qu'il peut s'écrouler avant de remonter et venir chercher mes TP? C'est tout à fait probable. Donc l'USD-Yen, on laisse filer les positions existantes avec un risque maîtrisé, mais clairement, c'est un actif de merde pour 2021. Je passe les autres. Pour moi, je vais aller directement à l'essentiel des paires Forex à trader cette année. Une seule. La UDNZD. Pour moi, c'est un cross de devises. C'est comme un arbitrage. Comme on l'a dit, pour moi, c'est de l'arbitrage sur les actions qu'il faudra faire. Je pense que sur le Forex, c'est pareil. Un arbitrage de devises absolument extrêmement corrélé. Pour moi, la UDNZD, c'est l'actif que je vais trader le plus en Forex, à mon avis, en 2021. À
condition bien entendu qu'il délivre enfin un message tendanciel, puisque ça fait des années qu'il me casse les couilles celui-là, mais je le trouve plutôt bien parti avec cette belle clôture mensuelle sur le mois de décembre pour s'attaquer enfin, en tout cas je l'espère, à la sortie des 50% baissiers de ce canal. La rupture moyen terme de ces trendlines risque d'attirer à mon avis beaucoup d'attraits spéculatifs pour revisiter différents niveaux de résistance, et comme vous le voyez ici, il n'y a aucune liquidité, ce qui m'invite à penser que ça peut filer en ligne droite vers les zones 1,24. Encore une fois, attention, je ne m'attends pas nécessairement à ce que tout ceci soit plié dès 2021, mais bien d'initier ici, à mon avis, une tendance assez durable qui pourra prendre plus ou moins de temps, mais qui pourrait, de manière irrationnelle, si tout le monde se met à faire la même chose, qui me semble assez probable, regardez le rythme, si on projette 2022, avec une pente comme ça, qui est certes un peu exacerbée, mais ni plus que celle qu'on avait connue là, me semble tout à fait probable. Donc, pour moi, AUDNZD, l'actif Forex de l'année 2021, à condition qu'il valide un franchissement de résistance. Si évidemment il devait rester enfermé dans son range, évidemment, peut-être que ce sera l'actif de 2022. Mais lui, dans les prochaines années, voilà. Et autant dire, c'est vrai que j'ai dit ça plusieurs fois ces dernières années, qu'AUDNZD serait l'actif de l'année, et qui m'a toujours pété les couilles. Autant, voilà, peut-être, je pense en tout cas clairement que le contexte de guerre des devises et probablement d'impossibilité à la lecture des devises majeures, me semble que des arbitrages, et non un arbitrage de devises océaniques, me semble clairement être un des trucs que les arbitragistes prendront en portefeuille cette année. Celui sur lesquels il faut faire gaffe aussi, donc GBP-USD, Brexit, bref, je n'en parle pas. Pour moi, l'actif à pas mettre en portefeuille, parce que ici, ça revient à faire, à mon avis, un pari, un pur gambling. Alors, soit on le fait avec des notions de gestion du risque ou de pondération de portefeuille, soit tout simplement, à mon avis, éviter les expositions en GBP, parce que, voilà, c'est lié à des risques politiques dont vous n'avez aucune connaissance. Et voilà. Donc, compliqué, je préfère éviter. Allez, il nous reste le dernier gros secteur, les fucking cryptos. Donc, j'ai gardé le meilleur pour la fin, clairement, les cryptos, c'est le truc de 2020. Impossible de trouver quoi que ce soit qui ait un momentum pareil dans les dernières années. Bougie annuelle du Bitcoin, accrochez-vous messieurs, dames, ouverture 7000 $, point bas Covid 3008, atterrissage 22 000 $, et puis nous ne sommes que le 6 janvier, nous avons déjà atteint 35 000 $. Donc 22 000 $ de hausse, 22 000 $ de hausse sur le Bitcoin pour une valo à 28 000 à la fin. Donc c'est absolument énorme par rapport au cours d'ouverture. On est à 300% de performance annuelle. Ok. Et encore une fois, ici, on n'est pas sur un shitcoin de quelques centaines de milliers de dollars. On est sur un truc qui pèse très très lourd. Clairement, un changement radical sur l'année 2020. On va pas se mentir, dû clairement à l'impression monétaire, et comme par hasard, eh bien, ça faisait partie de la roadmap de Satoshi Nakamoto, qu'il soit un ou plusieurs, en tout cas, ça faisait partie de ce qu'ils avaient prévu à l'époque, ils ou ils, tout simplement qu'une impression monétaire hors de contrôle devrait trouver une contrepartie par une inflation limitée prévisible et décroissante. Bref, voilà, un actif à la sécurité garantie, dont la quantité est limitée, qui est là pour assurer la contrepartie, d'à côté de ça des devises hors limite d'impression monétaire, dues à des catalyseurs historiques bien entendu. Encore une fois, là n'est pas la question de dire la Fed fait n'importe quoi, et voilà, mais de dire elle n'a pas le choix la Fed, elle a fait ce qu'elle pouvait, et face à ça évidemment, action, réaction, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, entre guillemets, tout ce qu'on a tenté de créer en argent irréel se transforme aujourd'hui en perception d'un risque d'inflation hors de contrôle de la masse monétaire. Et là, à ce niveau-là, clairement, c'est le prix d'actifs dont la quantité est finie et dont l'aspect refuge est défini qui est recherché. Et qui a fait ça cette année? Le Bitcoin. Clairement, aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, vous ne voyez plus un seul institutionnel dire que c'est n'importe quoi, qu'il ne faut pas traiter le Bitcoin. Il y en a encore quelques-uns, souvent plus de 75 ans, qui en reviennent encore à dire c'est trop spéculatif, c'est n'importe quoi, blablabla. Tout le monde, sinon, a compris qu'il fallait avoir des Bitcoins aujourd'hui pour hedger le risque de perte monétaire, parce que c'est un actif sécuritaire dont la quantité est limitée et dont la confiance est grandissante. Et c'est tout ce qu'on demande à une monnaie. Une monnaie est basée sur sa sécurité, sur sa confiance et, du coup, sur son utilisation. Donc, Bitcoin aujourd'hui est de plus en plus utilisé, de plus en plus accepté. On n'est clairement pas sur une acceptation globale de tout ça. Vous ne pouvez pas acheter n'importe quoi aujourd'hui en Bitcoin, mais à mon avis, ça viendra dans la prochaine décennie. Donc, ici, on va être rationnel sur les time frames également, tout comme sur les actions. Si vous spéculez sur un Bitcoin qui dépasse 200 000,
je pense que vous ne prenez en compte qu'une seule chose possible, c'est une utilisation mainstream et une disparition des devises au profit du Bitcoin. Très simplement, entre guillemets, la devise mondiale de réserve n'est plus le dollar, mais c'est le Bitcoin. À ce niveau-là, oui, dépasser 200 000 dollars, c'est tout à fait possible. Mais ça nécessite une utilisation mondiale du Bitcoin. Ce qui me semble encore une fois très utopique, et en tout cas très lointain, et pas avant au moins une dizaine d'années. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui on a gagné l'aspect refuge du Bitcoin? Pour moi, oui. Et je ne vais pas revenir là-dessus, je vous ai publié une analyse sur TradingView pour positionner de manière un peu plus rationnelle la valorisation théorique du Bitcoin. Alors évidemment, quand il s'agit de valeur, on est sur de l'incertitude, bien évidemment, à ne pas confondre avec le prix, hein, j'entends bien. Mais pour moi, clairement, il y a de la place sur le Bitcoin dans les prochaines années. Mais attention à ne pas être complètement irrationnel par rapport aux durées. Pour moi, le fait que le Bitcoin prenne les parts de marché du gold comme actif refuge, c'est horizon 4 à 5 ans. Maximum, hein, c'est-à-dire que ça peut prendre 2 à 5 ans. C'est le même cycle, à mon avis, que le cycle économique dont je vous ai parlé avant sur les actifs financiers classiques. Le cycle suivant, celui dont je vous parlais, le cycle d'explosion technologique dont les gogols, que les particuliers sont en train d'acheter aujourd'hui. À tort, probablement, à mon avis, juste avant l'éclatement d'une bulle spéculative. C'est mon sentiment. Évidemment, je ne traderai l'éclatement de cette bulle que si il se produit. Hein. Je ne suis pas là en train de shorter le Nasdaq et de vendre la maison pour espérer gagner des millions. Mais simplement de dire, je pense que c'est là qu'on pourra obtenir du directionnel cette année, si ça se déclenche. Et donc, à mon avis, cette grosse crise monétaire, viendra, à mon avis, justement, l'avènement du Bitcoin éventuellement tout puissant. Et d'ici là, on aura largement le temps d'en reparler, puisqu'il s'agit, comme je vous l'ai dit, de probablement 4 à 5 ans, d'une fourchette 2 à 6 ans. Et à mon avis, il faut cet effondrement monétaire, en tout cas ce gros reset monétaire, pour que le Bitcoin puisse éventuellement s'imposer à ce moment-là comme devise de réserve mondiale. Donc on n'est pas du tout sur des timings 2021, mais des timings plus ou moins moyen terme. Donc gardez des théorèmes et des théoriques rationnelles sur la valorisation du Bitcoin et posez-vous la question de sa valeur actuelle. Aujourd'hui, ça vaut déjà 34 000 dollars. JP Morgan publie un article aujourd'hui pour spéculer sur le fait qu'en prenant la réserve mondiale d'or et en retirant la partie allouée aux banques centrales, c'est-à-dire simplement l'or en circulation chez les particuliers et les entreprises, en prenant cette quantité d'or et son prix aujourd'hui, et en extrapolant ça sur la valorisation du Bitcoin, ça nous donnerait environ, d'accord, un prix pour le Bitcoin de l'ordre de 130 000 dollars, 146 000 dollars si ma mémoire est bonne. Donc vous voyez encore une fois, et il précise bien dans cet article la même chose que je vous dis, un horizon 2 à 3 ans, à peu près. Donc 3 ans pour atteindre 146 000, on est déjà à 34 000. Encore une fois, 3 ans c'est long, sachant que si on se met ici à plus court terme, regardez le momentum, c'est quand même un truc de ouf. On passe quand même de 17 à 34, d'accord, donc fois 2, ok, en un mois. Donc là, il faut quand même commencer à se poser la question de dire, est-ce que ce rythme est soutenable? À mon avis, clairement non. Donc de la volatilité est à attendre. Est-ce qu'elle sera liée ou non au secteur action? Je n'en suis pas si certain, mais par contre, je pense que 2021 sera une année assez dangereuse pour Bitcoin, mais plutôt, à mon avis, démarrer cette année par une sécurisation des portefeuilles et commencer un petit peu à se séparer de ces actifs qui étaient les chouchous de 2020 et surtout, bon, comme on l'a dit, sur le dernier trimestre. Donc attention à ce momentum. Je vais parler de psychologie ici. Attention à l'impact psychologique majeur que vont induire ces cryptos sur le début de l'année, voire l'ensemble de l'année. À savoir, l'erreur number one, c'est de s'habituer à quelque chose d'inhabituel. Ce qui s'est produit sur les bitcoins, c'est clairement un effet entonnoir. Donc, comme on l'a dit, une impression monétaire hors norme, une demande et la découverte d'un aspect refuge institutionnel dans des volumes limités. Bref, il y avait beaucoup de holders et d'un coup, la smart money s'est rendu compte qu'il fallait acheter ces trucs-là. Et puis, encore de ça, tout un tas de news. La première d'entre elles étant donc le départ de l'utilisation via PayPal des crypto-devises. Donc ça commence à mettre le pas, encore une fois, pour moi, le premier pas vers une utilisation plus large. Mais encore une fois, la base d'utilisateurs aujourd'hui, c'est clairement pas tout un chacun. Il y a très peu de gens qui possèdent des bitcoins encore aujourd'hui. Restez rationnel. Ce chiffre est amené à progresser, bien évidemment, mais encore une fois, pas n'importe comment. Les gens qui possèdent les bitcoins ne sont pas prêts à les voir monter à 130 000 dès demain. Ils vont gérer le risque. Et c'est donc pour moi toute la thématique de 2021, comment vont s'orchestrer à la fois une demande croissante
et à côté de ça, une demande normale et légitime de gestion du risque d'investisseurs plus moyen terme qui ont tout simplement buy and holdé sur des prix beaucoup plus attractifs les dernières années, qui proposent aujourd'hui des rendements stratosphériques. Et là, rien que sur l'année, point bas, point haut, on est quasiment sur du x10. C'est bien que vous compreniez que le mec qui a acheté le Bitcoin le moins cher cette année, il peut aujourd'hui le revendre avec un profit de 1000%. Et encore une fois, ici n'est pas simplement de dire 1000%, mais de dire par rapport à la masse monétaire qui peut être allouée ici, c'est-à-dire la quantité de la liquidité disponible sur ce marché, de très gros capitaux pourraient avoir fait d'énormes profits cette année, ce qui fait encore une fois peser dans la balance de très gros porteurs qui peuvent demander des profits face à des petits porteurs qui ont une demande. Et là, où va se trouver l'équilibre? À mon avis, il va être très incertain, ce qui m'amène à penser que de la volatilité est prévisible sur le début de l'année des cryptos, en tout cas dans les premiers mois à venir, puisque ce momentum peut être poussé un petit peu plus loin, mais il aura beaucoup de mal à être maintenu bien longtemps. Ce à quoi je m'attends derrière, ce sont des replis assez significatifs, probablement supérieurs à 30%, sans excéder 40%. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à mon avis, il n'y a pas la place. Tout simplement parce que la demande est clairement là. Et la demande des institutionnels est là également, sur des supports majeurs. Donc à mon avis, des chocs de volatilité, on va en connaître un, c'est probablement sûr en 2021. Mais ce qui m'invite à penser, c'est que derrière, on risque d'avoir tout simplement plus rien. C'est-à-dire une stabilisation. À mon avis, le Bitcoin va être très chiant pendant le premier trimestre 2021, très volatile dans un premier temps, et à mon avis, le choc de volatilité sera immédiat. Je m'attends à des structures en triangle pour ces raisons. C'est-à-dire des structures très psychologiques, un choc dans la tête des gens, et après, on se calme, on digère la volatilité, parce que pour moi, il y a aujourd'hui, et c'est indubitable, une tendance sur le Bitcoin. Cette tendance, elle est initiée en 2020, elle se poursuivra en 2021, et elle se poursuivra en 2022. Donc pour moi, est-ce que le Bitcoin clôturera plus haut en 2021 qu'en 2020 ? Je pense pouvoir dire avec une probabilité assez raisonnable que oui. Maintenant, est-ce qu'on va clôturer à 120 000 ? J'en doute clairement. Je pense que l'année 2021 va être assez marginalement cassante de sentiments, ce qui m'invite à penser que les gens qui se sont habitués à des profits stratosphériques, rapides et sans risque vont se prendre une putain de tatane psychologique en 2021. Parce que, évidemment, ici, si on se met à paniquer quand on vient de perdre 30% en se disant « Ah putain, mais ça valait plus rien », bon, ça va remonter aussi sec, puis quand ça va remonter, on va se chauffer la bite, genre « Allez, c'est parti, direction 55 000 et on dépassera pas le sommet ». Donc, le problème, c'est qu'à mon avis, dans cette volatilité-là, je m'attends même, très clairement, je vais pas vous mentir, à ce que le prix se stabilise autour de 32 000. Je m'attends à ce que ce soit la médiane. Parce que c'est là qu'on a laissé un petit peu de volume en ce début d'année. Et voilà. Donc, évidemment, ce sera ajusté. C'est la raison pour laquelle je pense que les bitcoins peuvent monter plus haut plus tard. Mais attention à ce qu'on ne commence pas par la baisse. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'à mon avis, on va orchestrer à la fois baisse et hausse, autant d'un côté que de l'autre, autour de cette valeur a priori approximative des 32 000 $. Ce qui veut dire qu'à mon avis, si on devait tomber à 24 000, ça veut dire que derrière, on pourrait sans problème avoir un rebond jusqu'à 40 000. Qui échouerait probablement pour revenir ici, et très rapidement, à mon avis, se stabiliser assez longuement autour de ces 32 000. Alors évidemment, 32 000, on va dire à plus ou moins 1 000 $, mais voilà, je vais dire dans cette zone-là. Bon, c'est pas une certitude, et évidemment, il faudra ajuster en cours de route, mais c'est le plan que j'ai pour moi ce début d'année. La formation d'un support moyen terme absolument stratosphérique, et surtout la formation d'un range, à mon avis, du T daily. Au moins 4 heures. Donc, à mon avis, on va se faire chier pendant le début d'année. Mais comme je vous dis, attention, on peut très bien continuer à monter à 40 000 avant de baisser. Mais je m'attends à une stabilisation assez brutale, mais pas si volatile que ça. Je vois des gens s'imaginer que le Bitcoin va perdre 70-80% comme avant, paraît quasi improbable. Clairement, ça me paraît quasi improbable. Pour une raison très simple. Si le Bitcoin aujourd'hui retourne à 17 000, c'est-à-dire la moitié de son prix, nombre d'investisseurs vont utiliser l'effet de levier pour se positionner dedans. Moi, le premier. Pour moi, il y a une tendance sur le Bitcoin. Moi, si on vient faire un pullback sur l'ancien sommet historique, je vais commencer à utiliser des replis acheteurs et sans problème, à mon avis, ici, il y aura des soutiens haussiers. Donc pour moi, il y a beaucoup de soutiens, beaucoup de demandes. Et encore une fois, on n'a rien à voir avec le marché de 2018 qui n'était un marché que purement spéculatif. Aujourd'hui, il y a réellement une demande, et une demande qui est à mon avis beaucoup plus rationnelle que simplement celle de dire j'achète pour revendre plus cher à n'importe qui d'autre. Aujourd'hui, les gens veulent se protéger de l'inflation monétaire, enfin de se protéger d'un risque d'inflation et d'une explosion de la masse monétaire due à des crises qui s'enchaînent et dont on n'a trouvé qu'une seule résultante aujourd'hui, c'est d'imprimer du pognon et de la dette. Donc, à mon avis, crypto, aujourd'hui, il y a une tendance. Elle est supportée par une demande qui est beaucoup plus rationnelle et légitime que celle précédemment. Question donc de tout le reste. Qu'est-ce qui va se passer sur les altcoins en 2021 ?
Et ben c'est là que moi j'ai un gros point d'interrogation parce que Bitcoin, c'est quand même un énorme catalyseur de volatilité pour les altcoins. C'est la raison pour laquelle moi je viens là à l'heure actuelle de réaliser mes prises de profit sur la majeure partie de mes altcoins. Autrement dit, sortir mon capital initial. Bon, moi comme j'avais rien investi, j'ai juste pris des bénéfices que je réinvestirai plus tard ou que je réinvestirai carrément sur d'autres classes d'actifs pour répartir un peu plus le capital. Je vais attendre les premiers mois de cette année pour définir une ligne directrice sur les cryptos. Parce que pour moi, ça nécessite d'entrevoir un peu plus clairement la variable Bitcoin sur laquelle je vous ai dit j'ai beaucoup d'incertitudes sur le point de départ au signal actuel. Mais je m'attends, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on aura fait 2 bornes, dont j'imagine que la zone médiane se situera proche des 32 000, une fois qu'on aura les premières bornes de ce range, je pense qu'à ce moment-là, on pourra mettre en place des arbitrages. C'est-à-dire regarder comment se sont comportés les graphiques, par exemple ETH-BTC, et comment s'est comportée la dominance, pour voir et entrevoir le timing de la probabilité de voir émerger une alt season en 2021, ou simplement, est-ce qu'il faut attendre 2022? Je vais être très clair en prenant un seul exemple ici sur la BTC dominance. Mon scénario pour moi cette année était clairement de voir le marché crypto constituer un sommet descendant, et force est de constater que pour l'instant, on a un double top qui n'est que potentiel. Il nécessite encore des clôtures pour valider ça. Maintenant, pour moi, une alt season, encore une fois, ne se produira qu'en cassure du support des 57. Et comme vous le voyez, on est encore très loin, ce qui m'invite à penser que la volatilité du Bitcoin peut s'exprimer ici par une forme de volatilité également sur la dominance. Mais j'ai besoin de voir la structure de ce range avant de dire, courant 2021, nous pourrons entamer le breakout des 57% de dominance. Et dans ce cas-là, ici, on aura bien une alt season. Je n'en ai pas la certitude. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les niveaux de valorisation qui ont été atteints sur l'ensemble de ces coins sont des niveaux très importants de validation pour des buy and holders. Autrement dit, les buy and holders, comme moi, commencent à récupérer des profits sur leurs investissements passés. À mon avis, pas tous les profits, mais des profits. Et comme on l'a dit, buy and holders égale plutôt smart money, égale gros capitaux. Et comme on l'a dit, très difficile de présumer de l'équilibre très incertain qu'on aura entre une demande de sortie de capitaux smart money, c'est-à-dire c'est pas des mecs qui arrivent et qui vendent 4 millions au marché comme ça, enfin qui vendent 15 millions du jour au lendemain, mais bien des gens qui vont distiller des prises de profit au fur et à mesure que la demande arrive. Cette demande aujourd'hui sur les cryptos, elle arrive. Ça y est, les gens veulent acheter des cryptos alors qu'on est monté et qu'on a fait x2 en moins d'un mois. Donc attention, on a une demande, mais on a aussi une demande de prise de profit. Et comme je vous dis, ça va probablement stabiliser les prix dans une forme de range. Attendez que ces ranges soient formés pour trader les cryptos sereinement. La durée de ce range est évidemment la plus incertaine qui soit. Quand je vous dis 2021 ne sera pas l'année des cryptos, c'est parce qu'il faudra d'abord attendre que ces ranges se forment, et ça pourrait mettre de plusieurs semaines, on va dire un mois et demi, à pratiquement l'année entière. Donc, est-ce que 2021 risque d'être une année chiante pour les cryptos? Oui, et en tout cas, ça dépend du timing. Parce que je m'attends à ce que la première partie de l'année soit dans tous les cas assez emmerdante. Et en tout cas, ici, je manque clairement de stabilité sur la ligne directrice à suivre. Et pour ça, j'ai besoin d'informations que seul le temps m'apportera. Donc là, pour les cryptos 2021, je vous ferai des émissions hebdomadaires, comme d'hab, sur TradingView, dans lesquelles on traitera les mises à jour de ces scénarios-là. Mais je ne peux pas, à l'heure actuelle, faire une proposition de prix et de zone spéculative pour les cryptos en 2021, hormis, comme je vous dis, cette zone centrale que j'entrevois sur les 32 000 $ sur le Bitcoin. Et comme on l'a dit, ça peut durer jusqu'à 1 an, voire même plus si affinité. La question sera donc, à quel moment derrière serons-nous capables de normaliser les accélérations spéculatives qu'on a connues, qui sont encore une fois à mon sens suivies par une hausse de la valeur, mais la valeur aujourd'hui ne suit clairement pas le rythme des prix. Des consolidations plus ou moins volatiles sont probables. Je recherche l'amplitude première de la première phase de décrochage qui nous matérialisera probablement un support très fort derrière, et je m'attends clairement à des reprises de type V-bottom, et comme je vous l'ai dit, la structure classique en triangle, c'est-à-dire une chute très forte suivie d'une reprise, puis d'une stabilisation. Donc comme je vous l'ai dit, je vous donne mon sentiment perso, la valeur moyenne risque à mon avis de se situer autour des 32 000 $. Voilà, à ajuster évidemment dans le temps. On a fait une émission très très longue, il y a énormément de choses à dire, je suis navré encore une fois de la durée, mais évidemment ici, et encore qu'on soit clair, je reste très succinct, je ne fais que poser les plans de base.
Et on va faire un petit résumé ici parce que c'est clairement essentiel et on retraitera l'intégralité de cette ligne directrice au fur et à mesure des différentes approches spéculatives qui seront faites sur les différents actifs dont on a parlé. Ceux qui m'intéressent parce que j'ai une lecture et un plan pour l'année 2021 et ceux dont j'ai beaucoup d'incertitudes sur le timing et qui seront liés évidemment donc à des éléments plus factuels et indirects qu'il faudra regarder et étudier avant de reprendre du trading spéculatif sur ces actifs-là. On a parlé ici donc des actions autant que du Bitcoin. Allez, c'est parti. Je pense que nous avons tous les éléments pour passer en conclusion. Bon, alors je vois le temps, du coup, 1h13. Wouh, c'est limite si je tiens du miracle ici. Alors désolé, la luminosité est très variante et la caméra s'y adapte un peu mal. Mais on va faire avec. Donc, je vous souhaite par avance une très bonne année 2021. Rappelez-vous donc, il faudra en 2021 être très prudent sur la maîtrise de votre psychologie parce que les pièges liés à des biais d'impatience et des biais d'incertitude seront à mon avis énormes puisque nombre d'actifs qui ont été très tendanciels en 2020 seront à mon avis très emmerdants, voire très range en 2021. Ce qui m'invite à penser que, évidemment, beaucoup de gens se sont habitués au trend follow, etc., qui a été vraiment la thématique de l'année 2020, et risquent de se manger magistralement les dents quand il s'agira d'aborder des ranges ou des marchés plus hésitants. Donc attention, encore une fois, à bien travailler vos ranges. Pour moi, 2020 sera plutôt l'année du range que l'année de la tendance. Et évidemment, ces ranges, comme on l'a dit, outre leur très haut niveau d'incertitude, proposent tous un trade à faible risque. Donc, à mon avis, le trade à pas louper cette année sont les troisièmes bornes sur l'ensemble de ces facteurs dont on a parlé sur les marchés. Donc pour moi, si on a proposition d'une stratégie baissière, essayez de récupérer le petit support en bas pour des investisseurs plutôt moyen terme sur les actions, essayez de choper le pic de volatilité, comme on l'a dit, probablement basé beaucoup plus sur un sentiment exacerbé à la vente, alors que ce sera irrationnel et qu'on sera très probablement sur des niveaux de support sur les actions, combiné à, dans un second temps, comme on l'a dit, un timing de prise de profit et de sécurisation de ses profits sur les troisièmes bornes de range au cas où le marché stresse réellement pour des raisons rationnelles et se dirige vers un crack en 2022. Et dans ce cas-là, on aura une année 2021 qui n'arrivera pas à retourner au sommet historique. Et dans ce cas-là, rappelez-vous, le dead cat bounce dont on parlait, et à mon avis, c'est sur le Nasdaq qu'il faudra le prendre si tel devait être le cas, il ne faudra pas le rater. Et cette troisième borne de range, ce sera pour moi le trade sur les actions cette année, vendre la troisième borne sur le Nasdaq si on commence à avoir de signaux de baisse assez sensibles. Évidemment, tout ça, comme je l'ai dit, c'est pas Nostradamus, c'est un scénario qui nécessitera de voir des choses se produire. Puisque comme on l'a dit, le Nasdaq peut d'abord relancer comme un gros débile avant. Donc, encore une fois, attention, les troisièmes bornes de range ne sont pas des trades en reverse. Les troisièmes bornes de range sont des trades en repositionnement après un reverse. Donc attendez bien que le Nasdaq ait baissé et pas de dire « Oh putain, ça y est, le Nasdaq baisse, je vends tout, n'importe quoi ». Il s'agit bien, à mon avis, de troisième borne de range, daily, voire hebdomadaire. Donc si on a une baisse assez rapide dans le premier trimestre sur le Nasdaq, admettons, de le timing positionnerait, à mon avis, ce deuxième trade, donc troisième borne de range, plutôt sur le Q2, Q3, voire même début Q4. Donc encore une fois, beaucoup de patience. Parce que je pense que cette année nécessitera de la patience, nécessitera une préparation absolument précise et un respect de vos plans, parce qu'à mon avis, le temps sera une variable de merde cette année, surtout sur les marchés qui attirent le plus l'attention, à savoir les actions et les cryptos. Ok ? Partant de ce principe-là, sortez tout ce que vous avez connu et pratiqué en 2020. Il ne faudra absolument pas pratiquer la même chose en 2021. Le changement de psychologie, à mon avis, va être radical entre ces deux années. Passer d'une année tendancielle, exacerbée, volatile sur le sentiment, à quelque chose qui va probablement procurer un dernier petit sentiment volatile qui ne se traduira à mon avis pas par autant de volatilité sur les prix. Donc attention aux creux et sommets en contraction, attention aux triangles. C'est pour moi la théorie de l'année 2021, une année chiante dans laquelle seulement 2 à 3 swings seront probables, puisqu'une fois que les triangles seront dessinés, la volatilité à mon avis va s'écraser très très vite dans l'attente d'une chose, la réalité. Pour moi, 2020 a anticipé tout ce qu'il y avait de bon dans l'année 2021. À mon avis, en 2021, il ne nous reste qu'à prendre une chose, rattraper la réalité. Cette réalité sera soit décevante et on pourra éventuellement initier un bear market prématuré, ce qui me semble encore une fois très peu probable, ou tout simplement on va coller à la réalité, partant du principe que les marchés financiers anticipent correctement la réalité, ce qui jusqu'ici a quand même été prouvé comme étant pas parfait, mais clairement pas si imparfait que ça. Donc si on part du principe que les marchés ont anticipé qu'au final ça allait pas trop mal se passer, et que ça se passe pas trop mal, pourquoi devrions-nous décaler les prix ?
Puisqu'on a bien compris aujourd'hui que la fuite en avant monétaire, elle est là, elle est déjà dans les prix. Et elle commence déjà à se matérialiser par des demandes d'aspect refuge nouvelles sur ces fameuses crypto-devises. Je pense que l'année 2021, c'est le rééquilibrage de tout ce petit merdier dans un sentiment très exacerbé qui, à mon avis, se traduira par des chocs volatiles relativement uniques, dans le sens où, une fois qu'ils seront passés, ils ne seront probablement pas suivis, mais plutôt retracés et après d'un ennui mortel, une fois qu'on les aura trouvés, en espérant qu'au courant de l'année, on puisse derrière rattraper cette réalité ou retrouver une réalité plus bandante, plus croissante, qui pourra à ce moment-là réinitier des reprises vers les sommets historiques, ou comme on l'a dit, si la réalité devait réellement être décevante, l'effet inverse. Et comme on l'a dit, la probabilité reste à mon sens quand même relativement faible, mais il ne faut pas la négliger. Donc, positionnement de portefeuille 2021, dans un range. Est-ce que je vous ai appris à prendre du levier dans un range? Non. Donc, ce n'est pas une année où il faut utiliser l'effet de levier à tous les sens, etc. À mon avis, il faudra se réserver à quelques trades très intelligemment timés sur les indices, garder une exposition croissante et lente. Ce n'est pas une année où, à mon avis, on va faire des bénéfices de connard. Voilà. Sur la partie Forex, comme on l'a dit, oubliez le Forex ou alors y allez-y tout doucement et gardez une petite portion de vos investissements sur le portefeuille sur du monétaire parce que ça risque d'être très punchy et surtout très imprévisible. Et c'est bon, le marché par définition est imprévisible, hein, mais un bon gérant ne cherche pas l'imprévisibilité à son niveau maximal. Au contraire, on cherche à réduire, gérer le risque. Donc pour moi, le Forex et surtout les faits majeurs, pas les actifs de 2021. Surveillez la UDNZD, mais comme on l'a dit, en validation. Pour moi, cette année, recherchez, comme on va être dans un range, des actifs à fort bêta, comme par exemple seront probablement le Nasdaq, dont la valeur est complètement stratosphériquement débile et dont la volatilité, même si elle sera relativement contrainte, sera probablement énorme quand même. Donc moi, je recherche une couverture de portefeuille tout en restant acheteur sur des actions. Je vais traiter des dossiers unitaires sur différentes actions et on aura le loisir d'en reparler dans des émissions. Je vais rechercher certaines actions spécifiquement dangereuses comme Apple, Amazon, le Nasdaq, pour une recherche de bêta, c'est-à-dire de volatilité pure, parce que ce sont à mon avis les actifs qui pourront proposer dans un environnement de compression de la volatilité, une volatilité exacerbée. Autrement dit, ce sont ces actifs qui pourront proposer des rendements, voire des tendances, mais des tendances à mon avis très fortes, sans nécessairement immobiliser beaucoup de capital. Pour moi, l'année 2021, c'est celle où il faut garder un peu de liquidité pour un ou deux timings très précis, où, comme je vous l'ai dit, je m'attends à ce qu'un sentiment irrationnellement baissier soit proposé sur les actions. Et à ce moment-là, c'est là où je pense qu'il faudra investir sur un timing qui risque d'être très court, puisque comme on l'a vu, jusqu'à présent, il y a toujours de la demande sur les secteurs des actions, et cette demande se fait jusqu'à présent systématiquement sous forme de V-bottom, c'est-à-dire de structures d'où la liquidité est extrêmement manquante. Les achats se font très vite, et autrement dit, il faut être préparé. Donc, ce n'est pas le moment d'attendre que ça baisse pour charger votre PEA en liquidité, mais bien de commencer d'ores et déjà, dès le 1er janvier, à charger votre PEA. Si vous envisagez d'investir dans l'année, prévoyez que, à mon avis, le bon geste d'investissement cette année, c'est d'être tout simplement préparé à des timings très courts, suivis de phases d'ennui extrêmement longues. Voilà. C'est mon sentiment pour 2021. On réajustera bien entendu parce que j'aurais aimé vous donner quelque chose de plus précis, de plus convaincant de ma part. J'essaie d'être le plus rationnel possible par rapport à ce que je ressens. Je m'attends à une année 2021 dont les prémices vont devoir être données dans les premières semaines, voire les premiers mois. Et je pense qu'un positionnement anticipé et radical, autrement dit, je peux prédire à quoi va ressembler 2021, clairement, ce serait vous me bullshiter. Et ce n'est pas la politique de la maison. 2021 pour moi, sinon, en termes de développement, sera ponctué de finition de la série sur les trading lessons. Je vais essayer de terminer ça cette année. Donc tout le contenu expérimenté sera probablement enregistré sur cette même chaîne YouTube au courant de l'année. L'autre grand projet, c'est toujours le développement d'un algorithme semi-automatique sur lequel nous travaillons actuellement avec quelqu'un qui se charge de ça. La réouverture des abonnements qui va se faire, j'espère, dans les prochaines semaines et qui permettra donc de financer l'embauche d'un codeur supplémentaire pour que ce projet arrive au cours de l'année 2021 puisque j'ai besoin clairement de main-d'œuvre ici. Donc j'espère pouvoir mettre à profit ce temps-là convenablement pour pouvoir vous proposer cet algorithme d'ici la fin de l'année. J'aurai le loisir de vous en reparler bien entendu, donc c'est pas du teasing et je n'ai absolument aucune raison de promettre que ceci sera réalisable en 2021. Je l'espère, en tout cas ça ferait partie des timelines que j'aimerais instiguer. Maintenant, comme on l'a vu, 2020 a été une année pleine de surprises. Ce serait bien malin évidemment de prédire que Covid c'est fini et qu'on n'aura pas de soucis en 2021.
Je n'en sais rien, et qu'on soit bien d'accord, si de telles choses devaient se reproduire, ou en tout cas s'étaler dans la durée, il va de soi que les durées pourraient également s'étendre ici. Donc pas de fausses promesses, mais en tout cas, clairement, sachez que pour moi, c'est le projet de 2021 sur lequel je vais essayer de passer le plus de temps et d'énergie. En parallèle, donc comme on l'a dit, de terminer la refonte de mon contenu éducatif. Autrement dit, c'est ma transmission de mon savoir pour la postérité humaine. Tout ça, tout ça. Sur ce, donc, je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine, un agréable mois, une agréable année, et tradez serein, tradez sain, et n'oubliez pas donc tout ce qu'on a dit, les comportements doivent changer en 2021, sinon ça risque de conditionner pas mal d'erreurs de gestion, dans lesquelles je suis persuadé qu'énormément de gens vont se morfondre avec beaucoup de facilité. Allez, bye bye. Tac, je sais plus ce que c'est mon bouton. Salut.